Bonjour, alors je m'appelle Édouard Godeau, je suis consultant en affaires européennes, je suis un ancien conseiller politique au Parlement européen, je suis aussi un ancien prof d'histoire, je suis une personne engagée en politique, pas sur le côté institutionnel mais dans l'ensemble de l'espace public, en particulier sur les questions d'Europe, d'écologie, d'école. Et ces trois petits œufs sont un grand D qui est le grand D de la démocratie pour moi. Alors, sur les questions de l'Europe et des institutions et de la politique, en fait, on a une vision de l'Europe qui est d'abord une vision très institutionnelle. L'Europe, la Commission européenne, le Conseil, le Parlement européen, tout ce triangle institutionnel et puis l'ensemble des institutions qui viennent avec ça. Et c'est pas faux. L'Europe, ce sont des institutions, c'est aussi c'est une vie, c'est une administration supranationale qui est la Commission, c'est des députés européens, c'est des fonctionnaires, enfin bref, c'est vrai, il y a toute cette dimension-là. Mais on ne peut pas comprendre, on ne peut rien comprendre aux institutions européennes si on les prend uniquement comme sur le papier, comme dans un manuel d'histoire-géographie. En fait, l'Europe, c'est d'abord un processus politique. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, l'Europe, c'était d'abord de la construction de politiques communes. Donc on se disait, ce qui compte, c'est la technocratie, ce qui compte, c'est le fait de savoir quel est l'intérêt général, comment on produit, comment on défend des intérêts, comment par exemple on fait des politiques environnementales pour l'ensemble de l'Union européenne. Enfin à l'époque ça s'appelait la Communauté européenne dans les années 70. Et donc comment on va mettre des normes, des processus et autres. C'est vrai, tout ça c'est très important et ça fabrique du commun. Mais à l'époque, la dimension politique était présente, mais elle était très faible. Ou plus exactement, elle était moins visible. De plus en plus, la politique européenne a pris le pas sur les politiques, sur la fabrication des politiques. Si on n'a pas une idée des jeux d'acteurs, et quand je dis des jeux d'acteurs, c'est de tous les acteurs. Alors évidemment, tous ces acteurs sont les États. Les États sont des acteurs essentiels pour la construction européenne. Ils sont présents au Conseil, ils sont présents dans les lobbying, ils sont présents partout, ils sont présents dans la défense de l'intérêt national, dans l'organisation, dans les discussions sur le budget, dans les négociations sur les sujets. Bref, ils sont partout, à travers leur représentation, à travers leur chef de gouvernement ou de chef d'État, et évidemment à travers leurs fonctionnaires, leurs administrations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment l'administration elle-même, à l'intérieur de la Commission européenne, on fait de la politique. Est-ce qu'on va mettre plus l'accent sur les politiques environnementales, sur les aspects environnementaux, sur les aspects industriels, quand on veut faire par exemple un enregistrement des substances chimiques au niveau européen, le grand REACH de 2004-2008. Est-ce qu'on va faire plutôt de l'environnemental ou plutôt de l'industriel ? En fait, ça, c'est des arbitrages politiques très importants. C'est pas quelque chose qui part comme ça. Et puis, là-dessus, les États ont leur mot à dire. En disant, oui, mais nous, on a une vision quand même de défense des intérêts nationaux, français, allemands, anglais, parce qu'on a une grande industrie chimique. Ah, mais oui, mais moi, mon industrie chimique, elle est moins forte, donc c'est pas moins important, je voudrais plutôt la santé des consommateurs. Je caricature un peu, mais c'est très important. Et puis évidemment, il y a les députés européens qui sont, eux, non pas des représentants de leur pays, parce que ce sont des députés qui représentent les Européens. Ils ont été élus en France, à Malte, en Pologne, en Lituanie, etc. Mais ils représentent les Européens. Et eux, ils s'organisent en fonction de leur famille politique. Alors ils sont plutôt socialistes, ils sont plutôt écologistes, ils sont plutôt de centre-droit, ils sont plutôt d'extrême droite, ça dépend. Et à l'intérieur du Parlement européen, ils poussent aussi. Ce sont des acteurs très importants pour la fabrique de la loi et pour la représentation et la fabrication d'un intérêt général européen. Et ça, c'est juste, on va dire, la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout le reste. Les lobbyistes, c'est-à-dire les représentants d'intérêts privés ou les représentants d'intérêts publics, parce que vous avez les régions par exemple. Les régions sont représentées à Bruxelles et elles font aussi le travail. Par exemple, s'il y a une agence qu'il faut localiser quelque part, eh bien les régions vont pousser en disant « Ah mais moi j'adorerais que l'agence, elle soit, l'agence je sais pas, du médicament, elle soit en Bretagne ou en Andalousie ou en Voïvodie de Małopolska, ce genre de choses. » C'est très important. Et puis évidemment les intérêts privés, la grande Business Europe, ou bien les intérêts catégoriels, à savoir une industrie, l'industrie chimique, ou les petites entreprises, ou bien le bio par exemple.
Le bio, c'est aussi une industrie, c'est aussi une activité. Et donc, il y a des représentants de l'intérêt du bio. Donc il n'y a pas les bons et les mauvais lobbyistes. Évidemment, il y a des lobbyistes qui ont énormément de pouvoir, énormément de puissance, avec beaucoup d'argent, de moyens, les GAFAM par exemple. Et ça fait une disproportion par rapport à ceux qui en ont beaucoup moins. C'est vrai. Mais en fait, tout le monde fait du lobbying à Bruxelles. Alors quand on fait du lobbying pour des intérêts, disons, généraux, on fait plutôt du plaidoyer. Greenpeace fait du plaidoyer. Mais c'est quand même une forme d'influence, donc c'est une forme de lobbying. Si on n'a pas une idée très précise des jeux d'acteurs, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au niveau européen. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que le Parlement européen a énormément de pouvoir depuis le traité de Lisbonne, sauf dans 2 domaines clés. La fiscalité, c'est un Parlement qui ne lève pas l'impôt, ce qui est une anomalie historique puisque les parlements sont créés pour lever les impôts, ou en tout cas pour accepter le consentement à l'impôt. Mais surtout, il ne fait pas la politique étrangère non plus. Puisque la politique étrangère, elle est dans les mains des États, il faut l'unanimité, enfin bref, c'est le Conseil qui est le Conseil européen en plus, qui est l'organe majeur de la politique européenne, de la politique étrangère européenne. Néanmoins, le Parlement a une influence croissante sur les questions de politique étrangère. Cette influence, en fait, elle se mesure, par exemple, comme je dis souvent, quand il y a des mouettes derrière un bateau, c'est qu'il y a du poisson. Eh bien, quand il y a des lobbyistes dans une réunion, c'est qu'il y a du pouvoir. Or, quand on a la Commission des affaires étrangères du Parlement européen qui commence à se dire qu'elle va voter une résolution qui condamne l'abus de droits humains en Azerbaïdjan, ou bien, cas très intéressant que j'ai bien observé, qui commence à travailler sur le Sahara occidental, eh bien le Parlement européen tout à coup devient le centre de l'attention, alors qu'il n'a pas de pouvoir législatif sur ce sujet-là. Mais il a un pouvoir symbolique, politique assez fort, de représentation. Parce que si le Parlement est capable de voter à, pas l'unanimité, ça n'existe pas, mais à une majorité confortable, 450, 500, on commence à rentrer dans les majorités confortables. Au-delà de 500, ce sont des majorités très fortes au Parlement européen. S'il est capable de voter une résolution très forte, qui condamne, dans un sens ou dans l'autre, les agissements de tel ou tel État, ou qui reconnaît une indépendance, ou qui reconnaît un génocide comme celui des Ouïghours en Chine, eh bien en fait, ça veut dire que, quelque part, les institutions de l'Union européenne ont attiré l'attention du monde sur quelque chose. Et c'est ce qui fait par exemple que le Parlement européen vote tous les jeudis, en session plénière à Strasbourg, des résolutions d'urgence qui ont été négociées entre les groupes. C'est l'urgence du moment en fait. C'est les urgences qui se sont passées dans les derniers mois, enfin dans les dernières semaines, puisque c'est tous les mois qu'il y a une résolution, qu'il y a une session plénière. Donc évidemment, ce ne sont pas des urgences de la matinée, mais ce sont des urgences que le Parlement considère importantes de mettre dans le débat public et dans la conversation européenne. Ensuite, l'impact, c'est divers. Soit ça sert beaucoup en fait aux acteurs des sociétés civiles. Ensuite, ils viennent dire, regardez, nous on est soutenus par le Parlement européen, on est soutenus par des députés européens, on est soutenus par des acteurs puissants au niveau européen, et donc on vous demande de prendre en compte ce que nous on a à raconter. Mais ça peut être aussi plus loin, ça peut aller plus loin, ça peut être aussi pour la Commission européenne, le fait de dire, le Parlement soutient majoritairement telle position. Nous nous sentons très à l'aise dans ces cas-là pour proposer telle loi, ou pour proposer telle action ou telle sanction, par exemple. Le Parlement vote le soutien aux sanctions de l'Union européenne sur la Russie, au hasard. La Commission européenne et le Conseil européen peuvent se sentir donc très à l'aise, même s'ils n'ont pas attendu le feu vert du Parlement européen, peuvent se sentir très à l'aise pour voter des sanctions ou pour proposer des sanctions plus dures. Donc le rôle du Parlement européen n'est pas décisif dans ce genre de choses, mais il est politiquement très important, parce que c'est une puissance symbolique, une puissance dite tribunicienne, comme on disait dans l'ancienne Rome. La réaction du pouvoir algérien à une résolution du Parlement européen sur le Irak est un très très bon exemple justement de l'influence que le Parlement a au-delà simplement de faire la loi. Parce que si un gouvernement se sent suffisamment mis en cause par une institution comme le Parlement européen, c'est bien que cette institution, elle a du pouvoir. Donc en fait,
il y a bien le rôle politique que joue là. Et à l'intérieur du Parlement européen, lorsque ce genre de résolution a lieu, eh bien évidemment, on voit arriver les agents d'influence. Que ce soit évidemment les services secrets, parce que ils ne sont pas secrets pour tout le monde, on les voit bien, mais pas simplement. Les boîtes des communications et les boîtes d'influence, on les voit bien, elles sont mandatées parfois par des pays. Alors, pour celle de l'Algérie, je ne me souviens pas particulièrement, mais pour le Maroc, je l'ai vu, pour l'Azerbaïdjan, je l'ai vu, pour Gazprom, pour la Russie, je l'ai vu. Donc, évidemment, ce sont des choses assez évidentes. Pour l'Arabie Saoudite, je l'ai vu aussi. Hein, ils étaient même passés par le Collège d'Europe, que je connais très bien puisque j'y ai travaillé. Ils étaient même passés par le réseau des anciens. Bon. Ce ne sont pas des choses fondamentales. Mais c'est assez intéressant d'observer ce genre de choses. Donc c'est bien la preuve qu'il y a du pouvoir et que ça dit quelque chose. Le Parlement européen se conçoit en fait comme une maison de la démocratie. Une maison de la démocratie européenne bien sûr, mais une maison de la démocratie au-delà de l'Europe. Et donc le Parlement européen était un des lieux où énormément de mouvements démocratiques ont pu trouver écho aussi à leur cause. C'est aussi le Parlement qui délivre tous les ans le prix Sakharov. Le prix Sakharov, c'est une initiative du Parlement européen et l'objectif, c'est de reconnaître en fait le combat pour la liberté politique et la liberté de conscience et la liberté de manifester et le droit d'expression, etc., etc. Parce que c'était ce que Sakharov était, un dissident de l'Union soviétique. Et donc, voilà, le Parlement européen a été un compagnon de route, entre guillemets, hein, des printemps arabes. Moi, je me souviens, parce que j'y travaillais encore à l'époque, on a fait énormément de choses là-dessus. Énormément de choses sur le printemps arabe. On a continué, on a suivi, on a invité, on a Sakharovfé, enfin, etc., etc. C'était très... et c'est pas seulement ça, c'est sur tous ces sujets-là. La question migratoire en Europe, ça fait longtemps qu'elle est traitée sous une forme, comment on pourrait dire, sous une forme ambivalente. En gros, il y a le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est une donnée du droit international. Et l'Europe n'a pas de raison à aucun moment de remettre en cause le droit d'asile. Mais il y a une crispation depuis une quinzaine d'années, une crispation qui se fait de plus en plus forte sur les autres formes de migration. Et en particulier sur les migrations dites économiques, les migrations de travail, les migrations, etc. On a un raidissement très fort qu'on pourrait tout à fait analyser. Il est connecté au vieillissement de nos populations, il est connecté à la mondialisation, il est connecté évidemment à une forme de, comment on pourrait dire, de crispation identitaire sur un certain nombre dans les sociétés européennes. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est très intéressant, c'est que il a réveillé des clivages politiques très forts, avec une forte polarisation. Au Parlement européen, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un scandale que la Méditerranée soit un cimetière. Il y aura, à part peut-être l'extrême droite qui dira des choses assez abominables, personne, ni chez les gens qui sont plutôt pour le contrôle des flux migratoires, ni pour ceux qui sont plutôt pour l'accueil, personne ne va dire que c'est bien fait. Mais alors là, ensuite, lorsqu'on est derrière, le travail politique prend le dessus. Et comment on pourrait dire, la polarisation devient de plus en plus forte. Et il y a les murs de l'Europe forteresse en fait se sont dressés ces dernières années. C'est pas nouveau, hein. 2005, les barbelés de Ceuta et Melilla sont pris d'assaut. Et déjà l'Union européenne prend peur, entre guillemets, et finance en fait quasiment. Alors à l'époque il n'y a pas Frontex, mais c'est passé aussi en 2021. Voilà, je sais, mais c'est pour ça que je remonte en 2005. Et finance déjà le matériel des gardes-côtes et des douaniers marocains. Ceuta et Melilla 2005. Bon, depuis, l'Union européenne s'est dotée d'instruments, l'Union européenne a augmenté encore ses capacités. On parle de Frontex, on a parlé plus de 10 000 gardes-frontières pour Frontex. C'était les propositions en particulier du centre droit qui est de plus en plus sur une ligne très forteresse. On a de plus en plus de murs
on met des murs aux frontières européennes, des barbelés à la frontière hongroise, des barbelés à la frontière polonaise, des murs quasiment entre la Turquie et la Grèce. Donc en fait, la forteresse Europe est en train de prendre le pas sur le reste. Il y a des forces politiques à l'intérieur du Parlement européen, à l'intérieur des États-nations, qui continuent de lutter pour un accueil des réfugiés, un accueil de tous les réfugiés, et y compris d'un accueil des migrants, qu'ils soient économiques ou pas. En particulier, par exemple, les écologistes qui disent que les migrants climatiques, on va quand même pas faire le tri, et que tous ceux qui sont jetés sur les routes de l'exil par les guerres des ressources, les guerres de l'eau, les guerres de l'agriculture, de la sécheresse et autres, eh bien en fait, voilà. Il y a effectivement, non pas un double discours, mais une relative hypocrisie. Mais les barrières à l'immigration sont de plus en plus fortes. C'est pas un secret. Les murs, les barbelés, etc., ça, c'est pas un secret non plus. En revanche, les besoins à la fois de main-d'œuvre, mais aussi d'ouverture de nos sociétés sont réels. Quand Angela Merkel dit on ouvre les portes, c'est d'abord parce qu'effectivement il y a la générosité derrière son éducation à elle, mais il n'y a pas que ça, il y a effectivement aussi l'intérêt bien compris du patronat allemand qui a besoin de main-d'œuvre dans une Allemagne qui est de plus en plus vieillissante, pas toujours formée, etc., etc. On a à peu près la même chose en France. Si on expulse tous les migrants en France, nos restaurants ne fonctionnent plus, nos hôpitaux vont probablement avoir quelques grosses difficultés supplémentaires, certains de nos services vont aussi péricliter, des services d'aide à la personne, etc. Donc on est tout à fait d'accord qu'il y a une espèce d'hypocrisie ambiante de ne cesser de faire des immigrés les boucs émissaires de nos problèmes économiques et de nos crispations identitaires, alors qu'en fait nos économies et même notre éducation en ont besoin. C'est vrai. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a toute une multitude d'acteurs. Par exemple, face aux restrictions réelles de l'immigration par les États, on a des coalitions de villes qui se sont faites pour justement accueillir les réfugiés dignement. Plutôt que d'avoir, comme en France, ou même ailleurs, mais en France c'était très spectaculaire, la police qui vient déchirer les tentes, jeter les affaires, pourchasser les migrants, donc une politique extrêmement hostile. Qui n'est pas du tout en conformité avec les besoins de l'économie, ce qu'on pourra raconter à côté. Donc il y a aussi des acteurs, pas simplement des ONG, mais des acteurs publics, des collectivités territoriales qui se mettent en place. Par exemple, la ville de Gdańsk aussi, en Pologne, faisait partie de ce réseau Refugee Welcome. Et c'était une façon de dire au gouvernement polonais extrêmement restrictif, pour le coup très xénophobe, de dire toute la Pologne n'est pas comme ça. Donc il n'y a pas l'Europe, il y a plein d'acteurs différents en Europe, ONG, collectivités territoriales, États, avec des politiques différentes et des objectifs qui sont parfois convergents ou pas. Donc ça dépend des politiques qui sont en place, ça dépend des gouvernements, ça dépend des villes. On peut aussi considérer que la façon dont la France traite les migrants aujourd'hui, et en particulier ces migrants sans papier, est absolument abominable. Moi en tout cas je fais partie des gens qui considèrent que c'est abominable. Il y en a qui disent oui mais il faut que ça soit dissuasif. La question s'est posée aussi lorsque la Biélorussie a tenté d'utiliser l'immigration comme des armes de déstabilisation massive à l'Est. Envoyer des migrants comme ça sur la frontière polonaise, en sachant pertinemment que la police polonaise est aux ordres d'un gouvernement qui est particulièrement xénophobe et qui veut montrer sa fermeté et sa détermination dans les luttes contre l'immigration et contre l'immigration en particulier de pseudo-terroristes, islam, etc. Enfin bref, cette espèce d'amalgame total qui est fait entre migrants, réfugiés et terroristes. À partir du moment où on a une espèce de continuité culturelle, c'est la même chose. C'est terrifiant ce genre de choses. Bon, la façon dont la Biélorussie a provoqué la Pologne
a très très bien marché. La Pologne a fait exactement ce que la Biélorussie voulait, c'est-à-dire elle a rejeté les migrants, refoulé, sauf que là, ce que n'avaient pas prévu les Biélorusses, c'était qu'il y aurait une relative unanimité pour soutenir la Pologne, alors que la Pologne est aujourd'hui un problème sur l'état de droit en Europe, etc. Bon, bref, ça s'est passé comme ça, mais il y a une instrumentalisation des migrants qui a été absolument abominable par la Biélorussie et en même temps aussi par la Pologne. Donc en fait, l'accueil, il est mauvais. En général, il est mauvais. L'Europe se bâtit comme une forteresse. Maintenant, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y ait des politiques plus ou moins fortes. Il se trouve que l'Italie, l'Espagne ne sont pas gouvernées de la même façon. L'Espagne a un gouvernement socialiste qui ne peut pas traiter les migrants de la même façon qu'un gouvernement d'extrême droite, comme c'était le cas en Italie au temps de Salvini. Donc ça change aussi ce genre de choses. Il ne faut pas le perdre de vue non plus. Ce n'est pas les pays, c'est aussi les gouvernements. Ça compte. Et pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Italie, Espagne, Malte, Grèce, ce sont les principaux pays d'entrée. Ce sont les principaux pays d'entrée, c'est la frontière. Et c'est ce que je voulais dire sur Schengen. Schengen, en fait, met la libre circulation à l'intérieur de l'espace européen, mais en échange d'un relatif renforcement de sa frontière extérieure. Sauf que Schengen n'est pas allé jusqu'au bout. Dans les accords de Dublin ne régulent pas ça de façon suffisante. C'est ce qui fait que, par exemple, on dit aux pays qui sont à la frontière, débrouillez-vous. Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous avec vos flux de réfugiés. Alors ce qu'ont dit ces pays, la Hongrie quand elle a été en 2015, mais surtout l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Malte depuis le début, ils disent nous on veut bien se débrouiller, mais il faut nous donner les moyens de se débrouiller. Il faut nous donner soit plus d'argent, soit plus de répartition des migrants, sauf qu'on ne peut pas répartir les migrants, c'est des gens. On ne peut pas les répartir comme des quotas, comme on a essayé en 2015-2016 avec la Commission européenne, parce que ça ne marche pas. Le Portugal, il disait « moi, je veux des migrants ». Mais les migrants, ils disaient « mais nous, on ne veut pas aller au Portugal. Nous, on veut aller en Allemagne, on veut aller en France, on veut aller en Belgique, on veut aller en Grande-Bretagne, là où il y a la famille, là où on a des opportunités de travail, là où on peut avoir des visas ». Ces questions-là, sous l'angle statistique et sous l'angle de flux, c'est des gens. Il faut traiter les gens comme des gens. Voilà, c'est tout. Il faut bien se pénétrer de ce que c'est qu'un accord commercial. Un accord commercial, c'est pas un simple contrat, comme ça. C'est un rapport de force. On a quelque chose que l'autre veut et on veut quelque chose que l'autre a. Et pour ça, il faut que ça soit mutuellement bénéfique. Et c'est un rapport de force. Et c'est un rapport de force extrêmement tendu parfois. L'Europe ne négocie pas comme ça. Elle négocie sur la base d'un mandat. Un mandat qui lui a été donné l'Europe, c'est la Commission européenne qui a le monopole là-dessus. Elle négocie sur la base d'un mandat qui a été décidé par les États membres. Les États membres, en fait, sur quoi ils vont se reconnaître ? Ils vont se reconnaître principalement sur leurs intérêts économiques. Et donc le mandat qu'ils vont donner, c'est un mandat en fait où on va demander effectivement de reconnaître un certain nombre de choses, l'environnement, les normes, etc. Mais fondamentalement, ce que veulent les États, c'est des points de croissance. Voilà, ils veulent des points de croissance qui sont apportés par les trucs commerciaux, par les accords commerciaux. Donc c'est ça qu'ils vont rechercher. Alors ensuite, tout cela est de la négociation bilatérale. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe, qui est un chantre du multilatéralisme et qui l'a été pendant très longtemps, depuis une vingtaine d'années, en fait, mine le multilatéralisme en faisant de plus en plus des accords bilatéraux entre l'Union européenne et des acteurs. Que ces acteurs soient Singapour, ou l'ASEAN, c'est-à-dire un bloc, ou la Corée du Sud, ou le Japon, ou le Canada, ou les États-Unis, ou soit des pays d'Afrique, soit des zones africaines. Et c'est très intéressant parce que là, on sent bien qu'il y a un problème dans le rapport de force. Le rapport de force avec les États-Unis, il est très fort. Il est même tellement fort que, quelque part, c'était un accord qu'on pouvait dénoncer. Moi, je me souviens, lorsque le TTIP a été discuté, on faisait partie, ma famille politique, mais ce n'était pas les seuls, disait c'est quoi ce truc ? C'est un accord qui n'est ni pour les Américains ni pour les Européens, c'est un accord pour les films multinationales américaines et un peu européennes. Donc c'est pas du tout un accord au bénéfice des Européens et même pas au bénéfice des Américains. Bon, avec le CETA, on a aussi ce genre de choses, avec l'accord avec le Canada.
Avec la Chine, en revanche, là, la question s'est posée. L'accord de coopération et d'investissement avec la Chine, lui, en revanche, il a capoté. Parce que nos rapports avec la Chine se sont tendus très fortement sur les 3 dernières années. Et donc, là, pour le coup, on n'y est plus. Mais ce rapport de force, il n'est pas le même, évidemment, quand on est la Guinée-Bissau ou qu'on est l'Algérie ou autre. On n'a pas tout à fait le même rapport avec le même rapport de force établi avec l'Europe. C'est normal. Ça, c'est déjà le premier point. Il faut se mettre ensemble. Il faut être capable aussi de négocier de bloc à bloc. Il faut avoir une conscience de ses intérêts communs. Si l'Union africaine négociait comme un bloc, avec une véritable vision commune des intérêts communs, elle serait un peu à l'équivalent de l'Union européenne. Parce qu'il y a beaucoup de pays. Mais simplement, Union européenne, 500 millions d'habitants, de consommateurs avec un très fort pouvoir d'achat, une capacité de régulation et de l'aide et autres et un budget, etc., face à quelques pays africains qui ont du mal à s'unir et qui ont en plus pas tout à fait les mêmes poids économiques, il est évident que la balance elle pèse pas de la même façon. D'où la différence entre le traitement et autres. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est que c'est dans le rapport sur les autres éléments du commerce, en particulier sur les droits de l'homme et l'environnement. Et on a trop souvent en fait affaire à une diplomatie des droits de l'homme d'affaires plutôt qu'une diplomatie des droits de l'homme. Les droits de l'homme d'affaires l'emportent sur les droits de l'homme, sur beaucoup de sujets. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, et ça c'est le vieux consensus de Washington, que quand on fait du business, eh bien en fait, au bout du compte, l'enrichissement des sociétés amène le développement et donc amène les droits de l'homme. Alors il y a quelques bons éléments pour ça. La Corée du Sud, c'est ce qui s'est passé. Oui, en Corée du Sud, l'intégration de la Corée du Sud dans l'espace économique mondial a progressivement démocratisé la Corée du Sud et a transformé un régime dictatorial et militaire en un régime démocratique. Mais il y a aussi un contre-exemple de la même époque qui est Singapour. Singapour a été intégré pleinement dans le commerce mondial et n'a pas du tout subi de démocratisation. Ça montre quand même très bien aussi l'idée qu'on se fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a engagé la Chine pendant si longtemps. On s'est dit, mais les droits de l'homme, la Chine, elle va progresser, ça va arriver, etc. Mais non, la Chine, elle a suivi la voie Singapour, pas la voie coréenne. Et aujourd'hui, en fait, il faut se poser la question. Est-ce qu'on a d'autres façons de présenter le modèle et le développement ? Parce que l'Europe, c'est pas une blague, l'Europe, elle est vraiment attachée à la promotion des droits de l'homme. Elle l'est vraiment. Mais il y a cette incapacité à trouver les bons leviers, autres que les leviers coercitifs. On va dire, on fait plus de commerce avec vous aujourd'hui, parce que non, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'engager les sociétés. Mais il faut trouver les bons leviers. On pourrait, par exemple, dire, nous, on refuse de faire du commerce avec les pays qui ne reconnaissent pas la liberté syndicale. Là, la Chine, elle aurait quand même quelques ennuis. On peut aussi mettre des conditions, c'est de la conditionnalité, on peut mettre d'autres conditions. On peut dire qu'on ne veut pas faire de commerce avec les pays qui ne s'engagent pas à respecter les accords de Paris. Ça veut dire qu'il faudra mettre de l'ordre aussi dans l'Union européenne, parce qu'on a quelques pays qui ne font pas toujours leur travail non plus là-dessus. C'est ça la conditionnalité du commerce. Et là, on peut arriver à quelque chose. En gros, il faut se départir de cette idée extrêmement préconçue, qui est un préjugé en fait, qui date du consensus de Washington, que le commerce en fait amène la prospérité, mais surtout qu'il amène le développement, les droits de l'homme et l'enrichissement des sociétés et leur progression civilisationnelle. C'est faux. C'est faux. Le commerce ne suffit pas à ça. Le commerce contribue à l'enrichissement des sociétés, vrai. Est-ce qu'il contribue à l'enrichissement de toutes les sociétés ? Première question. Deuxième question, deuxième préjugé, le commerce ne participe pas nécessairement à la progression morale et civilisationnelle des sociétés, parce que surtout si l'ensemble des ressources est accaparé par une petite oligarchie, par des firmes multinationales, ce genre de choses. Donc au bout du compte, révisons nos préjugés. Et ça, c'en est un, je crois, sur lequel l'Europe doit travailler en profondeur.